que je vous propose, parce que le temps file malheureusement, c'est peut-être de donner la parole à Laure Bougon, donc de la DPMA, qui va évoquer notamment une question qui a été partagée dans le chat et qu'on va poser à notre panel d'intervenants et d'intervenantes, et ensuite on clôturera sur une restitution graphique de cette rencontre. Donc, Laure, on t'écoute. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Donc encore un chat très animé pendant ces rencontres. Merci à tous. Donc plusieurs questions que j'ai essayé de synthétiser. Donc une première question sur l'évaluation. Avez-vous évalué vos modes d'organisation durant cette période et les limites de ces nouvelles organisations? Une autre question sur les moyens. Qu'est-ce que cela impliquait en termes de moyens, notamment humains et techniques? Ça aussi, c'était une question qui avait été aussi abordée la semaine dernière. Une autre question sur la valorisation de compétences. Est-ce que vous avez pu identifier et valoriser de nouvelles compétences dans vos équipes? Et quelle suite à donner à ces nouveaux modes de travail après cette période de confinement et après cette crise sanitaire que nous connaissons depuis ces derniers mois? Voilà les questions que j'ai essayé de synthétiser. Ce qui serait intéressant, c'est que chacune vous évoquiez très brièvement quelles sont les suites que vous allez donner en 2021 à toutes les actions qui ont été mises en place durant cette crise. Je vais juste dire rapidement donc nos réflexions en interne un peu suite au deuxième confinement, c'est qu'on s'est rendu tout de suite compte qu'on n'aura pas autant d'énergie et de ressources en fait à mobiliser pour refaire ce qu'on a fait pendant 2 mois, c'est-à-dire un quiz quotidien, création de nouveaux contenus et mobilisation en interne, parce que on est passé sur autre chose, on est passé sur du temps long et on va pas réussir à recréer du lien. Et surtout, on s'est rendu compte que le public en ligne a changé aussi, c'est-à-dire pendant le premier confinement, il n'y avait pas d'école, donc les parents faisaient l'école et les enfants, on devait les occuper, alors que là, en fait, les gens, la plupart des gens travaillent au télétravail, ils n'ont pas autant de temps à passer avec nous en ligne. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu, dès le deuxième confinement, de valoriser un peu les compétences en interne, de valoriser les projets en coulisses, pour qu'on puisse rêver le musée de l'espace de demain, c'est-à-dire dès la réouverture, qu'est-ce qu'on peut leur offrir à nos visiteurs. Donc de basculer plutôt sur une visite physique. Et aussi, on a travaillé sur des visites guidées virtuelles, qu'on a vu que ça a eu du succès avec d'autres musées pendant le premier confinement, et ça a pu convaincre des collègues aussi à vouloir s'y investir. Donc ça, c'est la création du contenu un peu plus, d'une manière beaucoup plus collaborative par rapport à ce qu'on a fait vraiment virtuellement en ligne pendant le premier confinement. Merci beaucoup, You. Est-ce que Rémi voulait peut-être… Oui, je rejoins tout à fait ce qu'a dit You. Effectivement, ce deuxième confinement est complètement différent du premier. Nous-mêmes, on ne l'a pas abordé du tout de la même manière parce qu'effectivement, le rapport à nos publics et à nos communautés n'est pas du tout le même, puisqu'ils ne sont pas effectivement à 100% devant leur écran en permanence. Par contre, nous, ça nous a quand même permis vraiment d'accentuer notre dynamisation, le fait de remodifier nos réseaux sociaux et les propositions qu'on va faire, de retravailler en interne avec les équipes de la médiation, avec les équipes du marketing, notamment pour faire des propositions un peu plus, on va dire, un peu plus construites aussi en termes de technologiques, proposer des nouvelles choses, parce que là, effectivement, pendant ce premier confinement, comme je dis, c'était aussi une économie de moyens matériels et financiers. Et là, en fait, on va reproposer des nouvelles choses pour la réouverture notamment du musée à Chaillot en 2022, avec un niveau de moyens technologiques beaucoup plus grand, plus fort. Voilà. Mais ça n'empêche pas toujours de pouvoir mettre aussi en place des petites actions, je pense, très créatives et qui ont un fort impact d'engagement. Moi, je crois toujours aux deux. Voilà. On n'est pas obligé de déployer des moyens technologiques énormes avec des développements qui demandent beaucoup d'argent et beaucoup de temps et beaucoup d'équipes, parfois qui sont très réussis, parfois qui ne le sont pas. Et je pense parfois avec des actions et bien connaître la relation qu'on a à nos publics,
avec des actions moins coûteuses, permet aussi d'avoir un fort retour. Merci. Et Juliette et Eva, alors en ce temps de réouverture prochain, donc, quelles sont les grandes actions que vous envisagez? Est-ce que vous nous dire quelques mots sur la suite que vous avez donnée à ce que vous avez fait en 2020? Je peux y aller, Eva, ou tu veux y aller? J'y vais d'abord. On regarde l'ordre chronologique. Je crois que ce que j'ai essayé de mettre en avant tout à l'heure, c'est que comme une des actions qui nous a semblé vraiment utile, attendue de nos membres, c'était qu'on les mette en relation entre eux. Et vous avez d'ailleurs réagi aussi sur le chat. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut qu'on poursuive, que les outils techniques aujourd'hui vraiment nous permettent d'organiser sur des plateformes du dialogue des professionnels entre eux. Et ça, on va le renforcer. Vous avez parlé tout à l'heure de faire des outils l'aide collaborative. J'ai entendu ça. On a monté aussi un outil de dialogue coopératif, mais on relance notre cycle destiné vraiment à faire parler les gens à partir du 15. Je vais en dire un petit mot. On relance sur la même modalité, c'est-à-dire vraiment un temps ouvert aux membres, à échéance fixe, à horaire fixe, un horaire choisi pour que tout le monde puisse se libérer, ou le plus grand nombre puisse se libérer. Et on lui a donné un titre, on l'a appelé Solidarité, parce que je crois que c'est intéressant aussi de réfléchir ensemble, je vous en dirai un mot tout à l'heure si vous voulez, sur les mots-clés de cette période étrange qu'on a vécu, confinement, déconfinement, confinement, etc. Et je crois que le mot de solidarité est un mot qui a pris vraiment, vraiment du sens. Très concrètement, donc on montre un site solidarité. Le premier, le 15 décembre, portera sur le thème « Les nouvelles formes de travail génèrent-elles des nouvelles formes de solidarité ?» C'est une question qui est un petit peu provocatrice peut-être, mais qui est quand même intéressante. Vous l'avez dit tout au long de cette matinée, solidarité entre métiers différents, solidarité entre salariés et précaires. On n'a pas parlé de cette occurrence de la précarité dans nos mondes des musées, de cette vraiment discrimination qu'il y a entre des gens qui sont très protégés et des gens qui sont précaires, de par le monde, hein, mais en France même. Et solidarité entre musées. Qu'est-ce que ça veut dire de parler de solidarité entre musées? Je crois qu'on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Donc je crois que ce cycle a tout son sens. J'ai d'ailleurs noté quelques personnes que j'ai envie de faire intervenir dans cette session. Je vous dis rapidement, il y a 10 thèmes. Je les dis vraiment très très vite. Mutualiser, est solidaire. Gratuité, accessibilité, soutenabilité, réseaux sociaux, le numérique est-il solidaire? C'est une question qu'on a envie de vous poser. L'économie solidaire entre musées, exposition durable, éco-conception, mesure d'impact, fin du productivisme. Ça nous semble des éléments très importants qu'on a découverts qu'on a formulés. Personne n'aurait osé parler de fin du productivisme avant cette crise, je le crois. Ensuite, on a un thème, les réseaux professionnels sont-ils des instruments de solidarité? C'est une question quand même. Construire des solidarités entre musées tout autour du monde. Les atouts pour la francophonie, c'est une question pour le plurilinguisme. Mais ce que je veux dire, c'est que ce cycle que nous allons ouvrir le 15 décembre, on l'ouvre à l'international. Il va être extrêmement collaboratif. Il va être aussi interprété en anglais et en espagnol, c'est-à-dire les 3 langues officielles de l'ICOM, pour qu'on puisse avoir aussi des contacts avec nos collègues du monde entier, parce qu'on a à apprendre entre nous, mais on a à apprendre aussi, je crois, beaucoup de nos collègues en Europe, on l'a vu avec Jean-Pierre Nemo, mais aussi à l'international, je crois. Je finis d'énumérer mon titre, je ne veux pas parler trop longtemps, du territoire au mondial, nouveau découpage. Le Covid-19 nous rend-il plus proche des publics éloignés? Donc, on revient sur cette question, on va dire peut-être du numérique, de l'accès des publics éloignés au numérique. Ensuite, un sujet qu'on a évoqué ce matin,
s'appelle recueillir les traces du Covid. C'est notre rôle de musée, de recueillir des traces tangibles qui font un jour l'histoire de cette crise invraisemblable qu'on a traversée. On commence à recueillir dans les musées des traces tangibles. Et puis le dernier sur l'enjeu de l'ICOM en temps de crise, ça c'est peut-être plus intéressant. Et vous voyez, on a essayé d'avoir des problématiques qui collent à la réalité de ce qu'on a éprouvé. On a essayé vraiment de mettre des mots sur ce qui s'est passé et d'ouvrir le débat sur toutes ces questions. Je trouve ça peut-être important de vous le dire. Je ne veux pas trop prendre la parole, pardonnez-moi, mais je veux dire aussi un mot, c'est que une des choses qu'on peut vous proposer aussi à ICOM, donc connectez-vous sur nos cycles, on les ouvre à tous, c'est l'international. Aujourd'hui, on a parlé de ce qu'on faisait entre nous, mais c'est vraiment très intéressant de voir que nous n'avons pas, dans tous les coins du monde, vécu la même histoire des musées face au Covid. Je m'arrête pour l'instant. Merci beaucoup, Juliette. Alors, malheureusement, Eva a été déconnectée. Je vais juste voir si elle peut nous rejoindre, peut-être pour dire aussi un petit mot par rapport à ce qui est envisagé côté OSIM. Merci beaucoup. Donc, toutes les ressources que vous avez évoquées, notamment en fait le cycle sur les solidarités, sera bien sûr présent dans l'article restitutif de notre webinaire et on en reparlera. Donc, on mettra bien sûr en lien tout ce que vous avez pu produire durant cette année. Eva, malheureusement, ne nous rejoint pas. Ce que je vous propose peut-être, c'est de faire une conclusion graphique qui permettra de garder une trace de nos échanges. Et si Eva arrive à se reconnecter, on lui laissera la parole peut-être pour un petit mot de la fin. Donc, Eva, je ne sais pas si tu veux dire un petit mot. Non, mais ça fait vraiment bizarre d'intervenir juste après une très belle conclusion, mais je voulais peut-être enchaîner avec cette dimension, surtout peut-être des précarités des professionnels et notamment les médiateurs, parce qu'on voit d'un côté que c'est un métier qui est le plus sollicité, qui est à l'interface à la fois des publics, mais aussi c'est premier confinement, mais les deuxièmes, je pense aussi, ça montre comment il est aussi au cœur de l'institution, parce que c'est les médiateurs qui, qu'on a pu voir aussi, qui étaient ceux qui contactaient d'autres services pour pouvoir ensuite communiquer et proposer des médiations avec le public. Je voulais peut-être juste attirer l'attention parce que on ne parle pas pour l'instant, effectivement, les premiers chiffres montrent la stabilité des professionnels dans le musée. Et notre premier résultat d'étude que j'ai évoqué tout à l'heure permettait de voir que, en tout cas en Bourgogne-Franche-Comté, c'est surtout les saisonniers, les médiateurs, donc guides, conférenciers, saisonniers, qui étaient déjà touchés pendant les vacances. Et donc, cette notion de solidarité, entraide, je dirais aussi, j'ajouterai, je compléterai par rapport à Juliette, me semble important, et notamment, dès qu'on va poser des questions aussi des moyens financiers qui devront venir là-dessus. Je suis très vivement intéressée et je partage complètement cette question des kits après les confinements. Quel type de valorisation des compétences que les médiateurs, mais aussi d'autres professionnels ont pu exprimer ou par rapport à comment l'ensemble des professionnels ont pu s'engager dans ces périodes pas évidentes. Et je me pose la question parce qu'il me semble que la notion de développement professionnel, on fait quelque chose, les professionnels vont répondre de façon très rapide, réactive et créative. Mais par contre, on sait que dans le système, parfois, c'est difficile de les faire reconnaître. Donc, quel développement professionnel pour les médiateurs, mais aussi pour l'ensemble des professionnels à la suite des nouvelles compétences acquises pendant les confinements? Je pense que c'est vraiment une belle question à réfléchir ensemble pour se dire comment grandir professionnellement. Ouais. Merci beaucoup, Eva. Donc, une conclusion en guise d'ouverture, où effectivement, ce n'est que le début et il y a tout un ensemble d'actions de valorisation pour permettre plus de mutualisation, plus de solidarité et plus de liens finalement entre les institutions culturelles et entre les professionnels, donc au sein de ces institutions. Donc, merci beaucoup à nos différents intervenants et intervenantes. Les échanges furent passionnants.
On se retrouve la semaine prochaine pour ceux et celles qui le souhaitent, donc pour la dernière partie de ce cycle qui concerne la monétisation des activités en ligne. Autre sujet où on ouvrira en fait les débats sur ce thème-là. Et bien, écoutez, en tout cas, merci. Le replay vous sera communiqué à partir du début de la semaine prochaine. Vous y retrouverez un ensemble de ressources, la restitution graphique d'Emeline, le replay vidéo, mais aussi une petite synthèse qui sera proposée de vos questions et des interventions. Merci et à très bientôt.